Ah, les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est 19h09 et je vais partir à l'heure, mais vous voyez, j'ai mis la muselière parce que ce fut le temps d'antan, lorsque la beauté resplendissante d'une femme pénétra dans mon bureau. Et là, on était tous soumis à toutes les puissances du pouvoir dictatorial. Nous étions muselés, nous étions sous confinement, etc. Et là, une lionne est entrée dans mon bureau et effectivement, toutes les muselières, tous ceux qui pouvaient empêcher aux libertés d'exprimer, se sont envolés. Et symboliquement, j'enlève ces muselières, qui est le symbole de la liberté d'expression, et je fais entrer Martine Bonner. Bonsoir Martine. On t'entend pas là. Alors, tout à l'heure, ça marchait très bien. Maintenant, mais ça va arriver. Je pense que c'est un petit détail technique. On t'entend pas, mais ça va arriver. Tout à l'heure, ça marchait très bien quand nous avons fait notre test technique. Non, on t'entend pas. Remets ton oreillette et ton micro. Il faut le réinsérer. Non. Excusez-moi les amis, vous êtes déjà beaucoup, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça marchait. Après, vous savez, la technique, on est sur ces mécanismes. Est-ce que tu... Ah, là, je t'entends. On t'entend, Martine. Eh ben, super, Super, super. super, super. J'avais mis mon ordinateur à charger en même temps, mais j'ai enlevé le. Voilà, Donc, merci il va beaucoup. tenir. Mais je t'en prie, c'est moi Alors, qui te remercie de m'accueillir ce soir. je suis très heureux parce que on se connaît bien, mais c'est vrai que on n'a jamais, je dirais, trop abusé de notre amitié pour des émissions. On a toujours été, je trouve, assez pudique. Tu es C'est vrai, d'accord sur ça? complètement. On n'a jamais joué, je t'invite, on se fait. On a toujours gardé un chemin commun, parallèle, mais avec beaucoup, beaucoup d'indépendance dans notre manière de faire. Et après, ces rencontres, ces points de rencontre. Et j'ai mis HK, et après, je te laisserai la parole. C'est le souvenir de Strasbourg. Il faisait un foie de canard, et pour me réchauffer les pieds, parce qu'on dansait l'HK, un foie de canard à l'orangerie, exactement, Tout en à fait. hiver, avec des magnifiques opérations d'amitié et de liberté. Alors, Martine, tête à tête est un moment un peu particulier parce que c'est l'occasion donnée. Tu as vu, et je sais que tu as beaucoup apprécié Denis Agré, tu as apprécié le passage aussi de notre ami Perron, qui est un ami très cher pour toi aussi. Et c'est un moment dans lequel l'invité va s'exprimer en toute liberté. Moi, je poserai quelques questions, mais tu as carte blanche, la parole, après il y aura carte blanche à la fin, où tu pourras dire vraiment tout ce que tu veux. Mais ça permet de... Les gens t'ont rencontré, rencontrent des personnages, et on les prend dans des moments instantanés comme ça. Alors que il manque parfois une certaine vision globale. Donc la première question, tout simplement, qui est Martine Bonner? Merci, Carlo. Je vais peut-être faire deux petites précisions introductives. Cette musique est très forte pour moi parce que dans un moment qui était extrêmement difficile pour les Français, c'était la fin de l'année 2020 et le début d'année 2021. Donc, comme tu l'as dit, en plein hiver, on se rendait compte, et surtout par le biais de mon filtre de psychiatre, on se rendait compte à quel point les citoyens français allaient mal. Et ça me permet d'évoquer tout de suite, et après je te promets, je prendrai le fil de ta première question. J'évoque tout de suite laissons les médecins prescrire. Et on était à un moment très compliqué, puisqu'il y avait ce Covid, il y avait des gens malades, des gens qui ne pouvaient pas être soignés. Et pour recréer du lien, pour faire à nouveau, pour
conforter les personnes, qu'elles ne risquaient rien en sortant de chez elles, on avait créé Sport sur ordonnance, qui était ce moment extrêmement important que tu as partagé avec moi au parc de l'Orangerie un certain dimanche. Non seulement il faisait froid, mais il pleuvait des cordes. Et nous avons dansé sur HK comme nous avons dansé tous les dimanches matins dans près de 2000 endroits en France, tous les dimanches de 11h à midi. Et ça a permis, et je me souviens de scènes absolument incroyables, où des personnes s'effondraient parce que l'émotion pouvait ressurgir, et des personnes s'effondraient vraiment en retrouvant simplement ce contact. Et dire aussi, c'est vrai, tu as raison, on ne s'est pas beaucoup montré ensemble, ou alors bon, dans des moments difficiles, et notamment un qui me concerne pas très longtemps devant la chambre disciplinaire à Nancy, mais là tu avais vraiment ta casquette, j'allais dire non pas de président de Réaction 19, mais ta casquette d'avocat. Parce qu'il y a, je crois, cette notion de liberté, de confiance totale, parce que toi comme moi, on suit un chemin qui est un peu parallèle, qui veut arriver au même endroit, c'est-à-dire conforter à nouveau le peuple français dans une démocratie et non pas dans une dictature. Et ce profond respect et cette profonde confiance fait que nous avançons, on va dire, de façon très parallèle. Mais en tout cas, ce soir, voilà, ce soir, nous sommes ensemble. Alors, qui je suis? Je suis maintenant une femme, j'ai vieilli depuis le début de mon élection en 2017. J'ai quand même pris 6 ans dans la vue. En tout cas, voilà, j'ai 58 ans, je suis psychiatre, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis, et c'est marqué là très clairement, je suis présidente du parti politique que j'ai créé en 2021, à un moment très fort de la crise, on va dire, politique et de la crise parlementaire, mais j'y reviendrai peut-être après. Et en tout cas, je suis une femme libre. Et je reste libre, libre de mes paroles, libre de mes pensées, libre de mes combats. Alors ces combats, bien évidemment, je ne les mène absolument pas toute seule, puisque dans ce parti politique Ensemble pour les libertés, il y a aujourd'hui quasiment 5000 adhérents, il y a une organisation sur l'ensemble des territoires de France, mais aussi en Outre-mer, mais aussi dans certains pays limitrophes, Belgique, Espagne, Portugal, voilà, il y a vraiment un maillage qui continue à grossir. Après, on y reviendra, le combat est difficile. Le combat est difficile parce que je ne suis plus élue, je ne suis plus parlementaire. Donc, j'ai été députée de 2017 à 2022. Premier mandat politique pour moi, découverte totale de ce monde un peu fou et d'une très grande violence. Et alors que j'avais eu un parcours jusque-là, j'ai envie de dire, de simple médecin, alors pas tout à fait simple parce que je n'ai jamais eu de cabinet, voilà, j'étais jamais installée dans un bureau médical, ou en tout cas fixée derrière un bureau médical, mais j'ai eu des parcours un peu atypiques pour un psychiatre, puisque j'ai notamment dirigé le SAMU social de Paris, qui est un moment pour moi qui a été très fort, puisque j'ai eu à accompagner les personnes en très 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 grande précarité, et puis des personnes demandeuses d'asile. Donc, ce qui m'a fait rentrer complètement dans mon mandat, déjà dans des conflits avec mon propre parti politique quand on a passé la loi Asile et Immigration. Donc là, c'était déjà très très chaud, alors qu'on était à peine en 2018, à peine au début du mandat. Donc il y a eu cette partie de direction médicale du SAMU social de Paris. Il y a eu un moment aussi très 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 intéressant quand j'ai été directeur de développement dans le plus grand groupe privé qui m'a permis d'élaborer des projets médicaux en France, donc de créer des cliniques de psychiatrie, puisque j'ai toujours été attachée à l'organisation des soins en psychiatrie. Et là, c'est peut-être là que j'ai
commencé à fréquenter les élus, très modestement, puisque quand on crée des structures de soins, surtout des cliniques de psychiatrie, ça fait peur, hein. La psychiatrie continue à faire peur en France, alors que quand même, je crois qu'il y a des grands fous actuellement en liberté, mais on aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais, euh, mais là, j'ai dû... Et ton passage, ouais, de la vie civile à la vie militaire, comme quand on demande à un militaire pourquoi vous avez choisi. ouais. Comment se fait l'après que tu dis oui? Ça, je suis toujours interloqué et je pose souvent cette question parce que Parce c'est une sorte de mission, il y a un truc qui se passe, un peu comme celui qui va dire je vais faire curé. qu'il y a un truc qui se passe, mais chez moi, c'est vraiment très curieux. Ça a quasiment été un hasard. C'est-à-dire que j'étais dans une phase de pause professionnelle où j'avais quitté ce monde privé et véritablement, là, voilà, j'étais en train de me dire à 53 ans, est-ce que je retourne à l'hôpital public pour faire, on va dire, de la psychiatrie de secteur, hein, la psychiatrie classique? Est-ce que j'ouvre mon cabinet? Donc là, ça a été, on va dire, un questionnement. Je commençais à entendre la petite musique macronienne qui, je dois dire, me laissait assez indifférente, jusqu'à ce que je croise le chemin d'une dame absolument extraordinaire, un petit bout de femme qui a été ma directrice de campagne et qui m'a accompagnée les 3 premières années de ma vie politique et qui, elle, alors, était tombée dans, on va dire, la marmite de la République en marche dès le 1er avril 2016 à Strasbourg, puisque Emmanuel Macron, voilà, je ne sais pas trop pourquoi il avait choisi cette ville, mais encore une fois, à ce moment-là, je ne m'y intéressais pas du tout. En tout cas, il a lancé la République en marche à Strasbourg en 2016. Et vraiment à hasard, et moi qui étais en train de me dire, voilà, vers quelle orientation je vais, j'étais en train de refaire simplement mon curriculum vitae, hein, voilà, c'est très simple. Alors, bon, le mien était vraiment, j'ai vraiment eu des passages très, très intéressants. Et alors, la version courte du curriculum vitae, c'est 1 page, recto verso. La version longue, c'est 14 pages, parce qu'il y a des publications, parce qu'il y a des passages. J'ai des diplômes de santé publique, d'épidémiologie, voilà, il y a plein de choses. Cette jeune femme m'a dit, mais au fond, vous devriez envoyer votre curriculum à la commission d'investiture. Et alors, quand elle m'a dit ça, je crois que je n'y ai même pas prêté attention. Mais elle me l'a dit plusieurs fois, parce que eux, ceux qui avaient créé les fameux comités En Marche, avaient comme mission, c'était vraiment des missionnaires, de trouver des talents. Pardon, hein, mais c'est comme ça, c'était la recherche de talents sur les territoires. Et elle m'a dit, mais envoyez donc votre curriculum vitae. Et le lendemain, j'ai eu tout de suite un appel téléphonique du président de la commission d'investiture, Jean-Paul Delevoye, J'ai qui, de le voir. voilà, qui a été maintenant éloigné, va des rétro Satanas. On y reviendra peut-être, c'est très intéressant parce qu'il pilotait la réforme des retraites. Absolument. Et en 2019, si tout s'était passé, on va dire, dans la logique politique, on aurait dû voter la loi retraite en 2019, mais à ce moment-là, elle avait été concertée. Mais tout a été arrêté pour une raison où on a stigmatisé Jean-Paul Delevoye. Je ne sais pas s'il fallait. Bon, c'est sûr que s'il n'avait pas déclaré la moitié de ses revenus à la haute autorité de la transparence de la vie publique, bien évidemment, il fallait faire un exemple. Mais ça tombait à pic cet exemple, puisque du coup, exit la réforme des retraites. Et le choix actuel de cette réforme, du passage en force de la réforme des retraites, est absolument complètement inapproprié. Voilà. Donc me voilà lancée, en tout cas je découvre quasiment comme tous les candidats à la députation, je découvre mon nom le jour on va dire, de la publication des candidats, puisque je n'avais pas eu confirmation que c'était bien moi. Donc, on ne te l'a pas dit avant. Tu découvres Non, comme ça. non. Il y avait eu... Tu n'as jamais raconté cela. Non, c'est vrai. Souviens-toi,
et pour tous ceux qui nous suivent là, en fait, il y avait 14 députés, 14 candidats aux législatives qui avaient été dévoilés au grand public, si je puis dire. Donc, on se souvient des profils parfaits de la société civile, la fameuse société civile, ni de droite ni de gauche. Donc, c'était peut-être ça, moi, qui m'avait, au bout du compte, intéressée, parce que je crois que mon fil conducteur, mon ADN, c'est le lien. C'est en permanence dépasser les clivages. C'est débattre sur des sujets pour lesquels, bah, heureusement, on n'est pas toujours d'accord, tout le monde, mais l'idée, c'est toujours de rassembler. Et là, voilà, on va dire cette idée, alors bien évidemment, on sait tous aujourd'hui qu'elle nous vient d'un projet de communication absolument génial signé McKinsey, le ni de droite ni de gauche, je trouvais ça assez intéressant et je me retrouvais bien dans le côté libéral social ou social libéral, je ne sais pas en quel sens il faut le dire. Moi qui avais, on va dire, travaillé dans le monde associatif et auprès des personnes en très très grande précarité, parce que des personnes sans domicile fixe, et puis qui avait travaillé, parce que j'ai travaillé avec des fonds de pension, j'ai travaillé, alors j'espère qu'on va pas perdre de l'audience, mais j'ai travaillé avec BlackRock à un moment, quand il fallait trouver des financeurs pour mettre en place des projets d'offres de soins. Ben voilà, on va chercher là où il y a des finances possibles. Mais je me suis éloignée de tout ce monde parce que j'ai toujours gardé une éthique professionnelle et j'espère en tout cas une exemplarité. Et quand il s'agissait de mettre d'abord je veux dire, l'efficience économique avant l'intérêt des patients, moi j'ai pris mes jambes à mon cou. Et donc me voilà précipitée à l'Assemblée nationale. Alors, je me remémore cette première semaine. Donc, on apprend qu'on a été choisi. Donc là, il y a une campagne législative qui a été extrêmement courte. Et j'ose dire aujourd'hui, avec le recul, qu'au fond, j'ai été très fière de défendre le programme présidentiel de La République En Marche de 2017. Là, je ne l'ai pas avec moi, Ben, quand on le lit, il n'était pas si dégueulasse. Hein. Ah, Il était pas mal. il était même Clair, drôlement hein. bien. Il était même drôlement bien. Donc, et c'était quelque chose pour moi de très facile à défendre. C'était équilibré. C'était une économie très, très forte. On allait réindustrialiser le pays. Et bien, toujours pour, on va dire, être très fier de dire que la France est un pays qui accompagne les personnes qui ont des difficultés sociales, un pays qui défend les droits de l'homme, un pays qui a des services publics extrêmement forts, où l'accès aux soins pour tous va être maintenu. Voilà, si les gens nous prennent en cours de marche, là, je parle bien de 2017, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et je suis élue sans aucun, je pense, sans aucun mérite, parce que voilà, la machinerie, cette espèce de rouleau compresseur de la République En Marche, a fait que, j'ai envie de dire, tous les couillons qui étaient là, je me mets dans le lot, hein, mais bon, qui ont cru à tout ça et qui ont été élus avec l'étiquette, c'était simplement parce qu'on avait la tête de Macron sur les grandes affiches. Et les gens, le peuple français, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui parce que le peuple a été trahi, n'a pas été trahi une fois, mais a été trahi de multiples fois depuis 2017 et là maintenant depuis la réélection de 2022. Mais là, je rentre complètement à bras le corps dans ce mandat politique avec quand même un peu la trouille au ventre, parce que moi, je découvre l'Assemblée nationale, je ne suis pas juriste du tout de métier, et je me souviens très bien, ça me fait toujours sourire, tous ceux qui ont été élus le dimanche se sont précipités à l'Assemblée nationale le lundi, le lendemain. Et en fait, moi, j'ai mis une semaine entière
à intégrer le fait que j'avais été élue. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu peur, mais je me suis dit: «Mais mon Dieu, quelle responsabilité!» Parce qu'en effet, on représente, les citoyens d'une circonscription, les citoyens qui ont mis ce bulletin, qui attendent beaucoup de choses, qui attendent une réforme, de la France, qui attendent, voilà, toutes les promesses qui étaient dans ce programme et là, on se sent investi d'une responsabilité énorme. Donc, j'ai été chercher ma petite mallette en cuir de députée avec l'écharpe, la cocarde. Je suis arrivée à l'Assemblée nationale le vendredi et c'était génial parce que, il y avait plus personne et tous les administrateurs étaient là, pour faire visiter, pour, répondre à toutes mes questions, pour et là, ça a été un moment vraiment très, très fort parce que quand on arrive à l'Assemblée nationale, moi, je suis pas, on va dire épatée par les ors de la République, pas du tout. Je veux dire, c'est quelque chose moi, je suis toujours restée, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, ancrée vraiment dans la réalité. Mais par contre, l'histoire de ce lieu est absolument extraordinaire. Les batailles qui s'y étaient déjà passées, enfin, quand on arrive là, enfin, on sent, tous ces combats et on se dit: «Mais voilà, ça va être extraordinaire et il va falloir être à la hauteur du mandat». Et tu veux me poser une question ou j'enchaîne sur la suite? Bah, écoute, je suis épaté parce qu'en réalité, on a fait un petit conducteur. Mais avec toi, je n'ai même pas besoin de poser les questions, tu le suis. Soit tu l'as étudié sur une Pas du ligne, mais tout. Non, donc non, parce voilà, que je l'ai tu vois? découvert, tu Mais me l'as c'est très envoyé. bien parce que, tu es de cette chronologie et moi j'aime la chronologie parce qu'on comprend mieux les personnes. On est dans cette phase, donc quand tu es dans cette phase, tu es à plein, tu es à fond, à donf, Ah avec moi, Macron je suis à Donf avec Macron. et avec les autres, pas avec les autres, le Alors, groupe. ça a été Comment ça se passe? ça a été, un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ce groupe politique majoritaire, c'était plus de 300 nouveaux députés. C'est énorme, Alors, c'est absolument énorme. énorme. Quand on est en réunion de groupe politique les mardis, on est censé discuter entre nous, on est censé échanger. À 300, c'est impossible. Et là, moi, je repère assez vite, on n'oublie pas que j'ai quand même cette casquette, on va dire, puis mon métier chevillé au corps, hein, je suis psychiatre, donc je repère assez vite les fonctionnements ou plutôt, les dysfonctionnements parce que j'ai remarqué très, très vite qu'il y avait, on était juste là pour écouter, pour dire, oui amen, parce que c'était ça dès le début. Dès le début, on nous prêchait une espèce de on nous apportait sur un plateau, vraiment ce qui moi m'a profondément choquée, les fameux éléments de langage. Donc les fameux éléments de langage, moi je l'ai rappelé dès l'introduction que j'avais une liberté de penser, une liberté de parole. J'avais construit ma petite équipe, j'avais des gens, qui piétinaient pour travailler, pour rentrer dans les textes, pour proposer des amendements, et cetera. Et puis je me rendais compte que, bah, en face, on avait à chaque réunion politique, on avait des membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'ai très bien compris que, voilà, l'exécutif et le législatif, bah, c'était une petite cuisine, que c'était un mélange et que les députés de la majorité étaient pieds et poings liés à, la bonne parole du gouvernement. Alors, on peut se dire, il y a une logique. On a été élus sur un programme, dont acte. On est là pour voter les lois proposées par un gouvernement, dont acte. Très rapidement, très, très rapidement, à peine, bah, le premier texte, ça a été la transparence de la vie publique. Alors, l'idée étant de laisser de côté la réserve parlementaire. Alors, moi, j'étais déjà très, très ennuyée avec ça, parce que pendant la campagne, j'avais défendu le fait, que je mettrais en place un comité citoyen
et qui, pour la durée du mandat, déciderait de ce qu'on allait faire, comme un peu un business plan. Moi, je venais du privé, je sais faire des business plans. Je suis vraiment un peu atypique comme médecin, mais je sais faire des business plans. Et l'idée, c'était de faire un business plan sur 5 ans et de dire ensemble. C'était pas du saupoudrage pour être réélu, pas du tout, parce que d'habitude, c'est, allez, voilà, on donne quelques euros à droite, à gauche à des associations pour être sûr d'être réélu. Pas du tout. Là, moi, j'avais en tout cas proposé aux citoyens de fonctionner comme ça. Et là, on nous fait tout de suite voter la suppression de la réserve parlementaire, mais pas celle des ministres. Il faut savoir que les ministres, en France, ont une réserve, donc ils peuvent distribuer. Donc là, déjà, moi, je trouvais qu'il y avait une espèce de dissonance. On a aussi travaillé tout de suite, alors là, pour un coup, l'alignement de la retraite des députés. Voilà, j'ai voté des 2 mains pour que la retraite des députés soit tout de suite comme la retraite, j'allais dire globale des Français. Mais là où il y a eu un truc qui m'a scotché, pardon de le dire comme ça, c'est que les sénateurs, ils n'ont pas été d'accord du tout avec ce truc-là. Donc le texte est revenu à l'Assemblée nationale, déjà complètement bancal. Voilà. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis rapidement, il y a eu, voilà, il y a eu glyphosate, il y a eu la loi asile-immigration. Et là, j'ai vécu quand même quelque chose qui a été très, très, très violent, puisque comme je connaissais vraiment par cœur le fonctionnement de la procédure Dublin, alors peut-être que ça ne parle pas à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, mais quand une personne, j'allais dire, quitte son pays parce que c'est un pays en situation de guerre ou parce que le pays vraiment une situation de famine, la personne, dans son parcours, on va dire, de migrant, va traverser différents pays. Et si on l'oblige à donner ses empreintes dans un des pays, quand il veut continuer son parcours, peut-être pour rejoindre une famille ou peut-être parce qu'il y a des projets personnels, le pays d'accueil va le renvoyer va renvoyer la personne dans le premier pays, là où il a laissé ses empreintes. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement violent, alors que, bon, on parlait quand même de Schengen, on parlait de ces frontières qui étaient quand même normalement transparentes au niveau européen, mais il y avait toutes ces personnes qu'on rejetait de façon systématique dans le pays d'origine, avec ce qui est complètement délirant, parce que quand les personnes traversent la Méditerranée, et on le sait, dans des conditions parfois absolument épouvantables, jusqu'à en perdre la vie, arriver sur les côtes Malte ou les côtes italiennes, les personnes étaient renvoyées systématiquement en Italie, à Malte, quand elles arrivaient en France. Donc avec des logiques totalement absurde. Et donc, j'ai été la première parlementaire de la majorité à déposer des amendements contre la loi proposée par mon propre gouvernement. Et là, alors là, j'ai été baignée tout de suite dans, je ne sais pas comment dire ça, dans la politique politicienne absolument monstrueuse. J'ai reçu des pressions, mais absolument terribles, et je me souviens de scènes où alors moi, c'était la première fois que je prenais la parole, que j'allais me lever dans l'hémicycle, aller devant le micro, prendre la parole. Enfin, je veux dire, on est quand même, ouais, c'est stressant, même si, bon, moi, j'ai l'habitude de parler, j'avais l'habitude de faire des cours devant des étudiants en médecine, mais bon, c'était mon domaine, la médecine. Et là, de défendre des amendements, je me suis dit: «Mince, comment ça va se passer?» Mais pendant que j'étais déjà un petit peu stressée, il y avait des collègues députés de la majorité. Aurore Berger, par exemple, ça parle, pour ne citer qu'elle, ils sont venus à tour de rôle s'asseoir à côté de moi, dans l'hémicycle, pour faire pression, en me disant textuellement: «Non mais tu plaisantes, tu vas quand même pas oser te lever. Non, non, mais tu vas rester assise, tu ne vas pas oser défendre tes amendements». Alors que c'était des amendements que j'avais déposés, bien sûr, en commission. Alors, je n'étais pas en commission des lois, donc mes amendements, je n'avais pas pu les défendre comme loi. Mais ils en avaient connaissance. Et moi, j'ai toujours fonctionné en toute transparence avec mon groupe politique. Donc, franchement, là, je me suis dit, mais j'hallucine, j'hallucine. Et de l'autre côté, j'avais mes copines. Alors, il se trouve qu'on était 5 femmes élues pour la première fois, où on a
appris ensemble à décrypter cette loi justement asile, immigration, intégration, où on avait travaillé ensemble nos amendements. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi, c'était tombé sur ma pomme que c'était moi qui allais défendre les amendements. Et heureusement, elles ont été à côté de moi en me disant mais tu ne peux pas nous faire ça, tu vas oser te lever, tu vas oser défendre les amendements. Et en effet, j'ai osé. Et c'est drôle parce que j'ai gardé le journal Le Monde où je suis en première page, vraiment. Alors la première page est divisée en deux. Il se trouve que j'ai partagé cette page, mais par un hasard incroyable, avec Dupond-Moretti, qui n'était pas encore ministre à l'époque, garde des Sceaux, et on me voit absolument toute seule, avec un regard un peu apeuré, avec quand même une de mes amies à côté, Delphine Bagary, pour ne pas la nommer, qui était députée aussi de La République En Marche. Et là, enfin, j'ai gardé ça. Je pense qu'un jour, peut-être, je le montrerai à mes petits-enfants en disant, voilà, votre grand-mère, elle a osé se lever dans l'hémicycle pour défendre, en fait, les droits humains. Et là, on est en 2018, et là, tout va s'enchaîner très vite, parce que 2018, c'est les Gilets jaunes. 2018, je me rends compte que le président Macron est déjà, pardon, mais complètement à côté de la plaque. Il est déjà dans une espèce de bulle où la distance vis-à-vis du monde réel, il est dans cette espèce de tour d'ivoire où la souffrance du peuple français, je me souviens très bien on ne va pas dire qu'on se voyait régulièrement, mais il venait de temps en temps, il faisait venir de temps en temps des députés à l'Élysée, où il a partagé quelques moments de temps d'échange avec les parlementaires, mais il était hors sol. Il était hors sol. Et de pouvoir entendre qu'il y avait des Français en souffrance, qu'il y avait des Français en difficulté pour mettre de l'essence déjà dans les voitures, pour faire les courses correctement après le 15 du mois, mais c'était quelque chose. Il avait à ce moment-là déjà le regard vide. On voyait que parler de difficultés du quotidien, vraiment de précarité, pour lui, mais c'était... et je me souviens très très bien de la phrase qu'il m'a dite. Là, on est en novembre 2018. Nous étions plusieurs députés à vraiment tenter de l'alerter sur ce qui se passait sur nos territoires, les ronds-points, etc. Il ne voulait rien voir, rien entendre. Et quand il m'a sorti une phrase mémorable du style circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon c'est l'hiver, ils vont avoir froid et ils vont rentrer chez eux. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, je crois que je me suis dit, le pauvre garçon, quoi. Mais ce pauvre garçon-là, c'est celui qui continue à diriger notre pays. Et c'est absolument terrible, cette incapacité, et on le voit tous les jours, là, en ce moment, avec les violences commises par l'État vis-à-vis du peuple français, c'est véritablement insupportable. Donc là, j'ai commencé sacrément à déranger en groupe. Je me souviens d'une confrontation avec le Premier ministre, Édouard Philippe, sur le sujet du CETA. Édouard Philippe est très, très, très grand. Bon, je suis grande aussi, mais bien sûr, il fait quand même 2 têtes de plus que moi. Et il y a eu un jour, en réunion de groupe, une confrontation, mais c'était aujourd'hui, je pourrais même quasiment porter plainte pour harcèlement, parce qu'il s'est planté devant moi sans respecter, on va dire, même la décence de ma sphère, on va dire, de respiration. Il était vraiment planté devant moi. Et il a essayé de m'intimider parce que j'expliquais que jamais je ne voterais le CETA, et que pour moi, on va dire, les contraintes sur nos agriculteurs étaient telles que je ne pouvais pas admettre qu'on fasse venir des produits sans contrôle, à la fois sur les OGM, etc., de l'autre bout de la planète. Mais
mais là encore, il y a eu une espèce comme ça de tentative d'humiliation publique et oui, de contrainte, de pression. Bon, voilà. Après, ils se sont bien rendus compte que voilà, je suis pas née de la dernière pluie. J'avais déjà un parcours professionnel avec voilà, des prises de décision toujours très engageantes et que je ne cédais pas à la pression et que ma liberté de penser et en fait étayée aussi parce que ce qui les énervait, c'est que je travaillais beaucoup. D'accord. Voilà. Et ça, c'était énervant parce que, bah oui, parce qu'on a quand même une clique de guignols, de pantins. Je cite pas de nom parce que sinon je vais encore me faire attaquer, je sais pas, pour diffamation. Mais toute cette clique, pourquoi ça les arrangeait tellement d'avoir les éléments de langage? Parce que c'était un travail facilité. Voilà, parce que quand vous n'avez pas besoin de travailler, que les amendements sont écrits soit par le groupe politique, soit par les lobbies, moi j'ai eu le sentiment de n'avoir jamais aussi mal travaillé de ma vie. C'est-à-dire que cette capacité à refuser les débats, cette capacité à tendre à faire taire ceux qui pouvaient apporter des arguments. Et ce n'étaient pas des arguments qui me traversaient l'esprit comme ça, c'était des arguments travaillés dans ma circonscription, avec des citoyens qui venaient dans ma permanence, avec toutes ces difficultés. Les gilets jaunes, je les ai accueillis de très nombreuses fois dans ma permanence. Donc je citais tout à l'heure les agriculteurs, mais je me souviens une fois avoir été prise en otage par 80 agriculteurs mâles qui m'avaient monté sur une plateforme à 2,50 m du sol parce qu'il y avait ce bras de fer au moment de l'élaboration de la loi, comment s'appelait-elle ça va me revenir, Egalim, voilà, Egalim, la fameuse loi Egalim, mais moi j'avais travaillé avec les agriculteurs, donc ils me faisaient marrer, et puis je leur ai dit du haut de ma plateforme, vous avez besoin de ça pour tenter de dialoguer avec une femme. Donc, c'était vraiment très drôle. Mais voilà, ça venait, tout ce que je défendais à l'Assemblée, j'étais pas déconnectée de ma circonscription. C'était vraiment les vrais sujets de ma circonscription. Et, et là, bon, j'ai jamais baissé les bras. Mais là, tu es toujours dans le groupe quand Je même. suis toujours dans le De la groupe. reine, là. Je suis toujours la reine et je me rends compte petit à petit que je suis une caution d'une vague forme de démocratie, parce qu'on dit, mais bon, voilà, Voilà. vous voyez chez nous, il y a même des gens qui ne sont pas d'accord. Mais bon, de toute façon, voilà, j'ai vu grandeur nature que bah, j'avais beau tenter de faire avancer le schmilblick, j'avais beau tenter de proposer des choses différentes pour amender les projets de loi. De toute façon, c'était peine perdue. Et c'est ça qui est terrible avec le fonctionnement de notre institution aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, c'est qu'au fond, et pour ça que je disais que j'avais le sentiment de travailler très mal. Au fond, les parlementaires ne servent à rien. Là, on a vu le grand cirque du projet de loi retraite. Et bon, alors bien sûr, là, on est carrément dans la caricature de la dictature à grands coups de 49.3, prétextant que, bien sûr, c'est un projet de loi totalement vital pour les Français, alors il arrive à un moment extrêmement difficile pour les Français, à un moment d'épuisement. On sort de ces espèces de 3 ans de violence extrême avec la gestion de la crise Covid telle que les Français l'ont vécu, le confinement, le quoi qu'il en coûte, le fait qu'une bonne partie de professionnels sont devenus des sous-citoyens sans aucun droit. Donc là, on a déjà un niveau de difficulté et de non-respect vis-à-vis du peuple. On est aussi à un moment où en fait on n'a pas besoin de faire cette réforme en urgence
parce que, et ça je le sais, j'étais à un moment vice-présidente de la commission des affaires sociales et c'était un moment absolument anthologique où on avait bouché le trou de la Sécu. On est en 2018-2019, il n'y a plus le fameux trou de la sécurité sociale. Le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, est à l'équilibre. La caisse, la CADES, est excédentaire. Et là, on sait qu'aujourd'hui, pour les 30 ans à venir, il y a 150 milliards pour payer les retraites. Enfin, ils sont peut-être plus là, parce que je ne sais pas ce que le président et le gouvernement fait avec les fameux milliards, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de brutaliser les Français. Et on y va à grands coups de 49.3, 11 49.3 dans les dernières semaines. Mais c'est Mais tu honteux, n'es pas c'est étonné. choquant. Tu n'es pas étonné. Je ne suis absolument pas étonnée parce que quand, et on va Parle-nous revenir au justement moment de 2020, quand, du moment de l'arrivée de la Covid et comment tu vis. C'est un moment qui, pour moi, quasiment d'anthologie, ce qui se passe à ouais, l'Assemblée, parce que du fait que tu étais la ouais, seule grande voix discordante, il ne faut pas mmh, l'oublier, je le dis mmh, toujours en Italie, j'en ai parlé partout, tu es la seule grande voix discordante. mmh. Et Comment là, se ouais, et là, franchement, mais parce que c'est ma façon de fonctionner, je, je- je me remets en question, forcément, parce que tout démarre en mars 2020. On sait qu'en Alsace, le Covid, ou en tout cas, on va dire, les gens sont malades depuis l'automne 2019. Les confrères soignent, bah, ils font leur métier, quoi. Enfin, les médecins, enfin, face à une maladie, face à un patient qui a des symptômes, bon, bah voilà, ils auscultent, ils soignent. Et brutalement, tout ça devient interdit. Olivier Véran, ministre de la Santé, qui vient de remplacer Agnès Buzyn, interdit aux médecins français de prendre soin de leurs patients. Il interdit aux patients malades de sortir de chez eux et d'aller consulter. Et là, ça devient, mais immédiatement, dans l'Est de la France, dans les Hauts-de-France et en région parisienne, là, on bascule dans une épidémie réelle qui flambe, avec des hôpitaux qui saturent parce que les gens ne sont plus soignés. Et quand on n'est plus soigné et que on se dégrade, l'état de santé se dégrade très vite jusqu'à manquer d'air, jusqu'à s'asphyxier, jusqu'à quasiment être mort à la maison, les gens se précipitent à l'hôpital. Et là, bien évidemment, il y a tous ceux qui sont à l'hôpital qui ne comprennent plus rien. Les équipes essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Et encore une fois, je, je remercie tous ceux qui étaient là au front. Et il y en a beaucoup qui ont été au front et qui aujourd'hui font partie de tous ceux qui ne sont plus rien aux yeux de notre président. Et je remercie tous ces professionnels qui n'ont jamais hésité, alors qu'on se souvient, il y avait pas de gel hydroalcoolique, il y avait pas de protection, mais ils étaient là, ils soignaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, avec des gens qui arrivaient dans des états de santé, mais absolument incroyables. Et moi, qui avais vu tous mes confrères soigner, et je savais qu'on pouvait continuer à soigner, en tout cas que c'était, quand on a une éthique, quand on est fidèle au serment d'Hippocrate, on a beau avoir un clown, quel qu'il soit ministre de la Santé, qu'il soit directeur de la Direction générale de l'offre de soins, qu'il soit directeur de la NSM, qu'il soit directeur de la Haute Autorité de Santé, on se rappelle que tous ces gens-là, bon, à part Olivier Véran qui lui-même était médecin, tous ces gens-là ne sont que des administratifs. Et pourquoi d'un seul coup, dans notre beau pays qui jusque-là, on va dire, avait une médecine efficiente, une médecine qualitative, pourquoi d'un seul coup, il faut se ranger derrière les propos non étayés sur le plan scientifique d'administratifs.
Donc là, en effet, bon, moi, pourtant, voilà, je veux pas dire que je suis, de nature rebelle, mais en tout cas, je pense que quand, il y a un combat qui mérite d'être mené, quand, il y a une vérité qui mérite d'être défendue, bah là, je réfléchis pas à la prise de risque, je réfléchis pas, enfin si, je réfléchis encore une fois en permanence, mais bien évidemment, quand je me suis levée, pour dénoncer tout ça dans l'hémicycle et pour prendre la parole contre cette espèce de discours totalement fou et qui allait encore une fois à l'encontre de la science. On avait beau me dire, enfin, là, j'ose même pas enfin, répéter toutes les insultes que j'ai subies, parce que j'ai eu des violences, j'ai eu Mais droit. tes premières positions ont été prises en commission et tu as commencé où ils t'ont découvert en hémicycle dans le cadre Non, de ta non, non, voilà, non, j'étais membre de la commission des affaires sociales. je me Donc en souviens. commission, je débattais. En commission, j'ai essayé, avec mes arguments, de convaincre. Mais j'avais l'impression d'être face à des un mur à la fois de mes collègues qui, prétendaient avoir peur de cette épidémie, avoir peur de mourir, et face à un mur vis-à-vis d'un Olivier Véran qui a refusé à ce moment-là tout débat. Ce qui était encore plus compliqué, c'est qu'on n'était pas forcément, tout le temps physiquement à l'assemblée, parce que là, il y avait des espèces de, je me souviens plus, c'était par tiers, par tirage au sort. On n'avait pas, à cause des mesures Covid, hein, on ne pouvait pas être tous présents physiquement. Donc les commissions se faisaient en visio et ça compliquait les choses. C'est qu'en visio, là maintenant, tu vois, si tu voulais me faire taire, bah, tu me coupes le micro. Et ben, c'est ce qui arrivait. C'est-à-dire que quand je commençais à apporter les arguments, bah, c'était très facile, soit carrément de me couper le micro, soit de m'empêcher de parler tout simplement, c'est-à-dire de ne pas donner la parole, prétextant qu'il y avait trop de députés qui voulaient parler et que moi, on m'avait déjà assez entendu. Donc c'était très compliqué. Et je me souviens avoir écrit à tous les députés et sénateurs, médecins ou infirmiers ou proches des professions de santé, sur quelque chose qui était pas du tout clivant, qui était sur voilà, le soin avant tout. Bien évidemment, quand on est face à une épidémie qui était soi-disant avec la vigueur telle qu'on voulait bien nous la présenter, et ben, la médecine n'est pas une science exacte. Donc on y va, on essaye des choses. Et là aussi, je me suis rendu compte que ben, mes confrères parlementaires étaient figés dans des ordres venant de leur groupe politique, parce que là, il n'y avait pas que ceux de La République En Marche, il y avait les LR, il y avait le groupe Liberté et Territoire, enfin, il y avait les différents groupes, et ils étaient tous alignés derrière la parole unique. Et là, j'allais dire, ça a été très, très, très mal pour moi, puisque il y a eu, oui, il y a eu des violences verbales, il y a eu des violences oui, limite physique quand j'étais dans l'hémicycle, quand j'étais dans les couloirs de l'Assemblée, quand, oui, c'était difficile, c'était très difficile et heureusement, j'étais très, très bien soutenue, par mes proches parce que je crois que plusieurs fois, m'a traversé l'idée de jeter l'éponge. Là, j'aurais démissionné parce que je n'aurais pas pu, accepter de me taire et je n'aurais pas pu accepter de voter, ce qu'il fallait voter. Donc là, je crois que j'aurais démissionné. Mais heureusement, voilà, j'ai une famille très soutenante et voilà, j'avais aussi heureusement, tous les confrères de Laissons les médecins prescrire, de cette association, confrères avec qui on échangeait en permanence et puis on avait étendu aussi au-delà des frontières. On était, connectés avec, des scientifiques en Chine, on était connectés avec des scientifiques aux États-Unis, dans tous les pays et on savait que c'était plutôt nous qui étions proches d'une forme de vérité, en tout cas, ne pas croiser les bras et attendre que toutes ces personnes perdent la vie parce qu'ils n'étaient pas soignés.
C'était impossible. Actuellement, je constate dans différents pays, et notamment en Italie, que les révélations se font de plus en plus fortes sur la tromperie. Mmh. Le mot tromperie entendu de la machination qui a été mise en place. Bien sûr. Mmh. Comment se fait-il que nous soyons si peu nombreux en France? Et je pense faire partie avec toi du petit nombre, hein, parce que moi je parle de la plainte de von der Leyen, je Bien parle de tous sûr. les actes que je suis en train de faire. Comment se fait-il que la puissance arrive même à bloquer, selon toi, ces informations en France? Mais parce que notre pays, malheureusement, connaît une dérive, pour ne pas dire une déviance gravissime des institutions et qu'il n'y a plus dans notre pays aucun contre-pouvoir. Et ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que, j'allais dire, toute cette avancée de tout ce qui a été, voté autour de la crise covid et là, actuellement, il faut rappeler que nous sommes le seul pays au monde à garder, heu, des professionnels, dans un espèce de no man's land, suspendus entre 2 mondes, tel le titre du film. Le seul pays au monde. Donc les médias ne sont pas là, pour dénoncer ça. Les médias sont juste là pour étouffer et pour obéir à un mauvais chef. Parce que, au décours de ma vie professionnelle, j'avais pris des cours de management parce qu'il m'est arrivé de diriger, de manager des équipes jusqu'à 1000 personnes. Mais là, on est dans la caricature d'un président, qui, en permanence, hem, donne des ordres à des gens qui exécutent. Et ça, c'est typiquement quelqu'un qui est profondément dénué de charisme. Emmanuel Macron n'a absolument aucun charisme. Il dirige par la peur, il dirige par la terreur et on voit à quel point, enfin, on pourrait le classifier, d'un très, très, très mauvais manager. C'est absolument terrible et il y a, moi je l'ai vu au sein de l'Assemblée, une influence des lobbies. Quand on parle de lobby, on parle d'avantages, qu'ils soient en menu, enfin en monnaie sonnante et trébuchante, qu'ils soient en d'autres avantages. Mais malheureusement, à tous les étages de notre beau pays, de ce qui était notre belle France, il y a un dysfonctionnement, pour moi, que je qualifie de mafieux. C'est terrible, mais je l'ai vu quand on m'a dit, ça va être vulgaire: «Ferme ta gueule, tu es en train de ruiner ta carrière politique». J'ai toujours dit: «Moi, je suis pas là pour faire carrière» et aujourd'hui, tous ceux qui s'accrochent, quel que soit le poste, que ça soit les conseillers d'État, les conseillers constitutionnels, mais c'est absolument terrible. On a ce grand jeu de pantouflage, mais on n'a pas un fonctionnement sain d'un pays qui, j'allais dire, dont le fonctionnement est réellement démocratique. Et je suis, mais vraiment, j'en suis à un point où je n'arrive quasiment pas à regarder en ce moment les réseaux sociaux, parce que les images de la rue qui nous parviennent sont insoutenables. Insoutenable et j'en reviens à ce qui avait été vécu parce que à ce qui avait été voté parce que tout ça a été mis petit à petit. Quand on a voté, bien sûr, j'ai voté contre, la loi sécurité globale. Il y avait déjà eu la loi anti-casseurs, parce que forcément les gilets jaunes étaient des casseurs, hein. La loi sécurité globale qui permet de faire appel à des sociétés privées
à des gens non formés, à qui on remet des armes, parce que c'est ça qui se passe, et qu'on lâche pour taper, pour réprimer, pour... Enfin, c'est dramatique. Enfin, les images qu'on voit sont absolument dramatiques. J'ai alerté parce que quand j'étais députée, j'étais aussi à l'Assemblée parlementaire française auprès du Conseil de l'Europe. Et à l'époque, j'avais été en lien avec la présidente de la Commission des droits de l'homme auprès du Conseil de l'Europe, donc Dunja Mištović, pardon parce que je dois écorcher un peu son nom. Et là, au nom d'Ensemble pour les libertés, j'ai alerté de nouveau le Conseil de l'Europe parce que les droits de l'homme en France ne sont plus respectés. Il y a eu 11 morts au moment de la répression des Gilets jaunes. Je ne sais pas comment ça peut évoluer sans mort dans notre pays. À quel point, enfin, je veux dire, la Brave ou d'autres, enfin voilà, personnes des forces de l'ordre actuellement répriment le peuple. Le peuple français ne peut plus avoir confiance. Ok, on nous dit, mais bon, voilà, rentrez chez vous. Cette loi a été votée de façon très démocratique. Non, non. À coup de 49.3, à coup de motion de censure évitée à 9 voix près, ce gouvernement est devenu, pour moi, et aux yeux de beaucoup, beaucoup de citoyens, totalement illégitime. Totalement illégitime. Donc j'espère que le référendum prévu, en tout cas d'initiative partagée, ça va prendre du temps, mais j'invite vraiment tous les Français qui écoutent là de voter ce référendum qui va leur être proposé parce que c'est le seul outil, c'est le seul moyen pour s'en sortir. Je suis profondément non violente, donc je ne vais pas appeler à la révolution de la rue. On voit aujourd'hui en plus que les citoyens sont pacifiques. Ils sont pacifiques vis-à-vis d'une machine, face à une machine de guerre. Et c'est, enfin, on reconnaît plus notre pays. Et c'est... J'ai une question qui me semble importante. Personne comme toi, on en a besoin. On en a besoin. Mais est-ce que tu penses qu'avec la machine de guerre politique mise en place par les forces qui se tiennent, est-ce que tu pourras à nouveau percer, je te le dis avec force, hein, tu pourras à nouveau percer, retrouver une place à l'Assemblée, voire même, je te le dis, avec ce qui était l'inspiration de tout le monde, parce que moi j'ai un seul regret, et je le dis à tout le monde, que tu ne te sois pas présenté à la présidence de la République. Et je dis, j'ai ce regret. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu avais fait un score, peut-être pas le meilleur, pas celui d'arriver à être élu, mais ça aurait été vraiment, tu aurais été la seule voix représentant l'autre partie de la France qui ne pouvait pas se reconnaître à Marine Le Pen, qui ne pouvait pas se reconnaître à Mélenchon, mais qui portait une voix différente, mais fondée sur des valeurs de la République, sur les libertés, les droits de l'homme, tout ce que tu avais porté dans ton cœur à partir du moment que tu as compris le piège. Et ça, je le dis, c'est peut-être la première fois que j'en parle comme ça, mais c'est vrai que moi, je me dis, je te vois plus présidente que députée. Et tu en as les qualités. Alors, je suis présidente de mon parti politique. Déjà, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Mais tu es déjà présidente. Pourquoi Une lionne des libertés. Et en effet, tous les qualificatifs, et je te remercie, et tous ceux pourquoi je me suis battue, voilà, pour une forme quelle que soit la liberté, voilà, cette liberté de manifester, cette liberté de circuler, cette liberté d'être soigné, cette liberté, voilà, toutes les libertés, aujourd'hui, sont bafouées dans notre pays. Mais, et le mais est énorme avec un M majuscule, c'est qu'aujourd'hui,
nos institutions sont tellement dévoyées que je ne vois pas comment, avec, j'allais dire, le petit parti qui est Ensemble pour les libertés, quelle que soit, on va dire, la force de ce que nous pouvons défendre en termes de programmes, etc. Aujourd'hui, tels que les fondements de nos institutions sont posés, tel que ce pays qui est aujourd'hui à la solde des multinationales, et je crois qu'on n'a peut-être pas trop le temps de partir sur la géopolitique, mais en tout cas, réellement, on le sait tous, Emmanuel Macron ne décide rien. Emmanuel Macron obéit en effet à, je me souviens de cette phrase de François Hollande, notre ennemi, c'est la finance. Je veux dire, ça n'a pas changé. Ça s'est sans doute aggravé parce qu'il y a des ingrédients supplémentaires qui nous démontrent, même dans le domaine de la santé, qu'il y a une mainmise là aujourd'hui de l'OMS, par exemple, pour ne citer que ce champ que je connais bien. Et dans ce domaine-là, même là, bientôt, il n'y aura plus besoin de ministre de la Santé en France, comme dans les autres pays. Donc, on voit à quel point, du fait de ce dysfonctionnement et du fait du déséquilibre aujourd'hui mondial, en tout cas, le président n'est qu'un pion. Donc, tant qu'on n'aura pas assaini tout ça, peut-être que je déçois beaucoup de gens qui nous suivent, mais je ne peux pas imaginer y aller dans ces conditions. C'est pas Mais tu possible. sais que le paradoxe est le suivant. J'ai discuté avec pas mal de monde depuis l'échec présidentiel, le renouveau de Macron, mais l'échec présidentiel pour ceux qui ne le voulaient pas, qu'en réalité, le système de 1958 est fait d'une manière que celui qui veut changer les choses ne peut le faire que s'il devient président. C'est-à-dire qu'en réalité, le mécanisme qui avait été construit quand tu étais même toi-même dans la REM, c'était d'abord eux, ils ont choisi le mandataire, ils ont mis en place la machine, et ensuite ils ont fait le parti qui était rien d'autre que suivait le mandataire. Et toi, tu as été choisi dans le chapeau, sans que tu sois une formation politique, etc. Pour dire que c'est vraiment le label. Or, je dis cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 ans et demi des prochaines élections. Moi, je te dis, je le dis publiquement, hein, il y a 1300 personnes qui nous suivent là en direct, hein, ce qui est beaucoup parce que beaucoup de monde ce soir regarde la télévision, parce que ça cogne, toutes les chaînes d'information continue sont sur ça. Donc, c'est déjà beaucoup de monde qui nous suit. Après, il y aura tous les partages et toutes les choses. Mais ce que je dis aujourd'hui, je me battrai et je serai prêt à me battre avec toi, mais pour que tu sois candidate à l'élection présidentielle, pour faire une campagne qui va durer peut-être 2 ans, pour construire une capacité, parce que je te dis, la pyramide de 1958 a fait que si tu es au sommet, tu peux couper le cordon. Après, les gens de la finance vont tout faire pour te battre, ils vont tout faire pour trouver leur mandataire. Mais si tu arrives à récupérer le monde, non pour un parti, mais pour ton élection présidentielle, tu auras du monde qui sera avec toi. Et ce sera le peuple qui deviendra ton mandat par rapport à l'élection présidentielle. J'entends ce que tu dis, et je te remercie. Je te surprends même, hein, parce qu'on n'en est pas envisagé du Non, tout. non, tout à fait. J'entends ce que tu dis et je te remercie, j'allais dire, pour la confiance. Moi, ça me paraît Je veux aujourd'hui. dire à Christine Fossa, vous rêvez. Oui que je rêve. Parce que sans des rêves, on ne change pas le monde. Oui, Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Mais la réalité que j'ai vécue quand même, puisque, avec, le parti politique, on a présenté 25 candidats aux législatives, hein, en juin 2022. La réalité de terrain, c'est, aujourd'hui, tel que tout est prévu, un petit parti ne peut rien faire, ne peut rien En faire réalité, parce que c'est pas un parti. mais Aujourd'hui, j'entends. les gens vont suivre Martine Bonner. C'est que Martine Bonner
et elle est restée dans le cœur de tous les gens comme la passionaria. N'oublie pas que les grandes révolutions, les grands mouvements sont faits par une personne, homme ou femme, qui ont réellement porté un espoir qui a cassé quand tu regardes l'histoire de Salazar au Portugal, quand tu regardes l'Espagne, quand tu regardes l'Argentine, quand tu regardes tous les grands pays où il y a eu des grands moments. Mais ça concerne aussi l'Inde, que ce soit pas avec Indira Gandhi ou avec Gandhi lui-même. Donc, ça veut dire qu'au fond, les gens ont besoin d'une personne et pas d'un parti. En réalité, le parti est là. Même Gandhi, quand il a fait plier, il ne l'a pas fait plier avec son parti. Son parti, si tu demandes à 99% des gens, personne ne connaît le parti de Gandhi. Bah, tout le monde parle de Gandhi. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est quand même un bonhomme seul qui filait son propre coton, qui a fait plier le plus grand empire du monde. Donc, mon message, et je le dis après, bien sûr, souviens-toi quand je faisais les calculs, que je disais réaction 19, réinfo Covid, on calculait déjà qu'on était entre les 100 000 et les 200 000 de réinfo Covid. C'était quand même, après le reste, on était à 300 000 ou 400 000 personnes derrière toi. Et je pense vraiment, et je le dis, aujourd'hui, tu es pour moi la seule personne, parce que Marine Le Pen est finie, elle ne sera jamais présidente. De toute façon, elle représente l'hantise, elle représente celle qui a dit des choses horribles, qui sont insupportables. Après, on peut changer. Et celle, comme beaucoup d'autres, qui fonctionne dans ce système. Elle alimente le système et elle s'alimente du Bien système. sûr. Mais je pourrais parler de la même façon de la NUPES ou de Mélenchon et autres. Je veux dire, tous ceux qui acceptent ce système depuis des années et des années, en fait, ne sont plus crédibles aux yeux des Français. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que tu devrais avoir le courage, aujourd'hui, de dire je me battrai pour devenir présidente de la République. Je vais peut-être Je, te dis pas, je le dis devant tout le monde. Hein. Oui, Je oui, me oui, dis, oui. et je le dis, je donne ma parole d'honneur à ces que c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir de calculer. C'est vraiment dit comme ça, je peux même te mettre des difficultés. Et dis-moi, Carlo, arrête. Mais non, mais parce que je le dis, je le crois vraiment, Martine. Non, mais Je je te connais t'entends. profondément, je connais tes valeurs, Je je connais t'entends. comme tu es, et tu es, en plus, c'est pas simplement le fait que tu es une battante. Tu es intelligente, cultivée. On a quand même échangé des heures, on a parlé énormément. Tu es une femme qui a de la culture, une vraie culture d'épaisseur, de vie, de classique, d'études, mais de vie. Tu as été au contact de la maladie, des gens qui meurent, des gens qui sont malades de cancer, des gens qui souffrent. Donc, tu connais la vie. Tu es mère de famille, tu as élevé des enfants, tu as connu des divorces. J'ai dit ça pour faire comment, donc voilà, tu n'es pas une nana qui n'a pas, Non, non, de gosse. j'ai vraiment bossé, Voilà. contrairement à beaucoup d'autres qui sont dans la Et politique tu vois, depuis des les gens années et disent, des années. allez, on y croit et intègre. Voilà, ce sont des bons messages qui apparaissent là. Ce sont des bons messages. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, euh, quand on parle de parti, on s'imagine tout de suite le parti, l'Assemblée nationale, alors que l'idée de se consacrer à une personne et dire je mets mon engagement au service d'une femme ou d'un homme que je crois qui représente des valeurs d'intégrité absolue, parce que tu l'as montré, pour tenir comme tu as pu tenir l'Assemblée nationale avec les injures de Véran, Oui. Ah oui, non, mais qui non, sont mais il y avait publiques, pas. Oui, oui, et puis c'était des injures. Voilà, mais c'est ce qui le est, mot injure entendu, la pression, et c'est tu le as sommet, tenu. c'est le sommet de l'iceberg. C'est le sommet de l'iceberg parce qu'il y avait tellement d'autres choses à côté. Alors, en ce moment, je suis un peu entre parenthèses, donc bien évidemment, je réfléchis à beaucoup de choses. Donc, tu n'auras pas de réponse ce soir, c'est Mais clair. non, on n'a pas fait l'émission pour un scoop, mais Non, non, du tout, c'est vrai du que tout, c'est du tout. l'occasion forte de dire l'amour que je porte pour toi au sens humain et fraternel, mais parce que vraiment, je connais d'autres femmes, hein, engagées, mais de l'amplitude que tu as acquise, parce que cette expérience aussi à l'Assemblée nationale est forte. Macron,
n'a jamais connu les Ah débats de non! l'Assemblée Non, non, nationale. non, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, tu Non, connais puis le rouage. on voit de toute façon, je veux dire, d'ailleurs, il a, je crois, j'ai même pas pu écouter j'ai écouté quelques extraits de son discours d'hier. C'était totalement surréaliste, quoi, surréaliste. Ce ne sont que des alignements de mensonges. Donc oui, j'entends, hein, j'entends ta déclaration d'amour devant, J'embrasse Philippe, hein. voilà, Philippe ne voilà. doit pas s'inquiéter. Devant les Français. Mais voilà, actuellement, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis un petit peu dans ma bulle. Voilà, on est vraiment sur le terrain et j'en profite pour remercier d'ailleurs tous ceux qui sont à mes côtés et qui continuent d'être à mes côtés et qui sont d'ailleurs très présents actuellement aussi dans les manifestations avec les drapeaux et les t-shirts d'Ensemble pour les libertés et tous ces combats, notamment. C'est vrai que toi, tu n'as pas pu venir à Lyon, mais il y avait voilà, on s'est retrouvés quasiment 5000 place Bellecour et il y avait voilà, une force absolument incroyable pour redire à quel point tous ces soignants devraient être réintégrés et à quel point l'hôpital public devait être sauvé, puisqu'on voit ce désamour du président et du gouvernement face à tous les services publics en France, face à tous les services au public en France. Donc là, Martine, on s'était retrouvés pour défendre l'hôpital public notamment. je sais. Martine, on atteint l'heure. Oui. Je te promets de te réinviter parce que je vois que les gens sont heureux de te retrouver. Et moi aussi. On en fera une autre pour continuer cet échange tête à tête. Tu as carte blanche. Je te mettrai un écran total et tu as 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour dire ce que tu veux dire à chacun des 1211 personnes qui sont là en direct et qui vont ensuite partager notre tête-à-tête. Merci, Tu as la Carlo. parole. Merci, Carlo. Alors déjà, vraiment merci pour ce moment vraiment très important parce qu'en effet, je sais que vous êtes très, très nombreux à continuer à avoir vraiment confiance en moi. J'ai des tas de messages parce que je ne fais pas de vidéos régulièrement, etc. On essaye plutôt d'avancer sur le terrain avec cette défense de toutes les libertés et parce qu'il qui se passe malheureusement au quotidien. J'ai beaucoup parlé des violences ce soir, mais il y a des violences aussi très, très, très profondes qui continuent parce que les conséquences, notamment de cette gestion Covid jusqu'à l'obligation de cette injection, voilà, là aussi, c'est des violences, ce sont des violences dans les familles parce que je vois aujourd'hui tous les demandes à l'aide de toutes ces personnes qui sont en vraie souffrance psychique parce qu'il y a des deuils, il y a des familles où il y a eu tellement, tellement de personnes qui sont parties depuis 2 ans, non pas du Covid, mais suite notamment à toutes les difficultés suite aux injections. En tout cas, merci à tous pour votre confiance et rapprochez-vous aussi partout sur le territoire de nos référents d'Ensemble pour les libertés. On a besoin aussi voilà, de pouvoir continuer à débattre, alimenter notre réflexion, mais votre réflexion, parce que ce sont des échanges avec vous, les Français, qui peuvent alimenter, j'allais dire, tout ce qu'on a envie d'écrire sur le site d'Ensemble pour les libertés, pour aller vers une France nouvelle, apaisée, une France bienveillante vis-à-vis de son peuple. En tous les cas, merci Carlo, merci à vous tous qui nous avez suivis. Soutenez Réaction 19, soutenez Ensemble pour les libertés, c'est important parce que sans soutien, on a aussi du mal à faire des actions, à mener nos actions.
Donc voilà, merci à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup, Martine. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Je passe une soirée encore merveilleuse, un entretien. De toute façon, on ne se répète jamais. Je découvre toujours des choses et tout le monde en découvre. Je donne rendez-vous à tout le monde mardi soir pour un direct, mais alors explosif, parce que les plaintes contre Mme von der Leyen se succèdent. C'est-à-dire que tous les jours, des gens déposent, qu'il y a des gens. Alors, la plainte en italien va être prête dans les 48 heures. Francesco Cornia est en train de la terminer en italien pour être déposée aussi. Elle sera écrite aussi en allemand, en anglais et en espagnol. C'est une plainte que tu as vue, que tu connais, Tout à dont tu as fait. connaissance. Et j'invite un maximum de gens Voilà. à te soutenir dans cette action, et comme dans toutes les actions, parce que tu n'arrêtes pas. Et merci à Et j'ai toi. mis sur le site aujourd'hui, et je communique à tout le monde, la contestation des amendes, le modèle pour les PV que tous les gens ont subis en cas de manifestation non déclarée. C'est là qui est très important, parce que pour que le PV soit infligé, il faut que la manifestation ait été interdite. Donc, quand vous manifestez et la manifestation n'a pas été déclarée, vous ne pouvez pas être puni, parce qu'il y a un texte du code pénal qui le précise, mais surtout un arrêt de la Cour de cassation. J'ai fait le modèle, je sais que déjà, il y a des milliers de personnes qui l'ont téléchargé, communiquez-le entre vous, parce que je ne suis pas partout, mais ça sert à éviter de payer 135 € stupides. Voilà, chers amis. Merci encore à tout le monde. À bientôt. Je t'embrasse très fort et Au revoir à merci tous. encore à tous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous embrasse.